une maladie à caractère périphérique et une maladie aussi à caractère axial. On trouve ce qu'on appelle les arthrites réactionnelles. On trouve aussi toutes les arthrites associées aux maladies intestinales inflammatoires, ce que nous appelions les MIBI. Et puis, il y a aussi les arthrites périphériques à différencier, donc les gens qui font une arthrite de genou, une arthrite du coude, etc., récupérante. On ne sait pas très bien d'où on parle. Et il y a une forme infantile qu'on appelle l'arthrite juvénile. Donc tout ça, ça forme le groupe des spondylarthrites. Alors, comment elles sont caractérisées? Elles sont généralement caractérisées par une sacroïlite, par des atteintes de la colonne vertébrale et surtout des anthésites et des synovites. Les anthésites sont sans doute le modèle d'évolution de la maladie. Alors, toutes ces maladies ont des manifestations extra-articulaires qui sont variables. Ça peut toucher la peau, ça peut toucher les yeux, ça peut toucher l'intestin, ça peut toucher les tendons comme le tendon d'Achille. Alors, ces maladies sont fortement associées à un gène qu'on appelle le gène HLA-B27. Alors, il ne faut pas pratiquer la théorie qui va dire, voilà, je suis B27, donc j'ai une spondylarthrite. Ceci est tout à fait faux. Ce qu'il y a, c'est que les spondylarthrites sont souvent B27, mais pas les B27 ont souvent une spondylarthrite. Il y a 1 million de B27 en Belgique et il y a environ 30 à 40 000 spondylarthrites. Ça veut dire que ça représente 4% des B27. Alors, cette terminologie de classification date de Leulard en 1995, après de très nombreuses discussions. Alors, quelle est la prévalence? Vous voyez qu'on considère que les spondylarthrites représentent de 0,9 à 4,% de la population, dont les 2 tiers sont des spondylarthrites ankylosantes et 1 tiers des rhumatismes psoriasiques. Les autres sont des formes beaucoup plus rares de la maladie. Donc, voilà un peu les chiffres concernant cette affection. Alors, si vous voulez bien passer à la suivante, je le fais volontiers. Alors, ces spondylarthrites sont bien entendu associées à d'importantes diminutions de la qualité de vie et représentent aussi de hauts coûts sociaux, tant pour les patients que pour la société. Donc, on considère que les gens qui souffrent de spondylarthrite ont une perte fonctionnelle importante, qu'ils présentent des douleurs, qu'ils ont souvent des phénomènes anxio-dépressifs beaucoup plus importants que le reste de la population. Que ces maladies ont un aspect négatif, c'est leur capacité de travail et d'emploi, et que tout ceci coûte cher, tant à la société qu'aux patients eux-mêmes, et également en frais médicaux et en management de la maladie. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas passer. Voilà. Alors, les spondylarthrites sont une maladie, ce sont un nombre de maladies très hétérogènes, comme je vous ai dit. Donc, les phénomènes que vous connaissez plus ou dont vous souffrez individuellement chacun, ce sont les anthésites. Donc les anthésites, qu'est-ce qu'une anthèse? L'anthèse, c'est l'endroit où le tendon se fixe sur l'os. Et dans toutes les spondylarthrites, il y a des anthésites. Et c'est même le moteur de la maladie. Donc contrairement à des polyarthrites qui sont des maladies érosives, les spondylarthrites et les anthésites sont des maladies fabriquées de l'os en plus. Alors, ce sont les dactylites, donc c'est ce qu'on appelle les doigts en saucisse. Vous voyez ici le 4e orteil ici qui est tout rouge, tout gonflé. Eh bien, ils perdent un petit peu leur relief, on voit mal les articulations, c'est ce qu'on appelle les sausage fingers. Ce sont les arthrites, mais ça, vous connaissez la terminologie. Les articulations sont rouges, chaudes, douloureuses. Ce sont les manifestations extra-articulaires, principalement les uvéites, donc un œil rouge et qui peut même conduire à la cécité si ce n'est pas traité. Les maladies intestinales inflammatoires, donc c'est la rectocolite ulcéro-hémorragique et c'est la maladie de Crohn. C'est les spondylitis, donc c'est les inflammations de la colonne vertébrale qui conduisent à terme, si elles ne sont pas soignées aussi, à une disparition complète des articulations et au développement de ce qu'on appelle une colonne de bambou et des manifestations cutanées, essentiellement le psoriasis, qui peut toucher la peau ou les ongles. Le psoriasis, ça a plusieurs formes. Il y a des formes en plaques qui sont plus souvent associées aux spondylarthrites ou des formes en gouttes qui le sont moins. Attention, des atteintes dans les cheveux, des atteintes des ongles sont aussi extrêmement fréquentes. Alors, quel est le mode de fonctionnement d'une spondylarthrite? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est l'anthésite. L'anthésite, c'est l'endroit où le tendon se fixe sur l'os. On voit très bien ici dans le genou, l'anthèse, c'est juste l'endroit en rouge là où le tendon va se fixer sur l'os et le tendon est à côté.
Vous voyez le cartilage et le reste de l'articulation à côté, et le ligament aussi qui fixe l'articulation. Alors, les anthèses sont généralement ou juste à côté de l'articulation, dans le cas du genou ici, ou alors elles sont loin de l'articulation. Vous voyez qu'ici on a l'anthèse du tendon d'Achille ou l'anthèse du fascia plantaire, du muscle plantaire qui soutient la plante du pied. Alors ces anthèses achilléennes ou cette anthèse plantaire sont aussi des critères diagnostiques fréquemment utilisés pour faire un diagnostic de spondylarthrite. Alors, généralement, l'anthèse survient au dehors de l'articulation, comme je vous ai dit, et elle est parfois associée à une synovite. La synovite qui, elle, est dans l'articulation. Donc, il faut bien faire la différenciation entre l'anthésite et la synovite. Ceux d'entre vous qui souffrent de spondylarthrite, quand on examine, eh bien, on vérifie souvent des points douloureux qui sont sur le thorax, qui sont au niveau du point d'insertion des triceps sur les coudes, au niveau des genoux, et on cherche des points douloureux qui correspondent à des points d'anthésite. Les arthrites sont beaucoup, bien entendu, beaucoup plus faciles à examiner et à diagnostiquer. Les anthésites sont généralement diagnostiqués par échographie actuellement. On peut le faire par scintigraphie, mais l'échographie est un moyen simple et facilement disponible dans nos cabinets de consultation. Il faut savoir aussi que ces anthésites peuvent survenir tout à fait séparément ou tout à fait isolément, que ce soit dans la spondylarthrite ankylosante ou dans le rhumatisme psoriasique. Vous voyez ici une anthésite du tendon d'Achille, hein, donc du côté droit de la photo, vous voyez ce tendon d'Achille un peu gonflé, contrairement au côté gauche, avec ce gonflement à la base du tendon d'Achille. Ça peut être détecté ou également par la résonance magnétique, comme je vous l'ai dit, mais vous savez que la résonance magnétique n'est pas toujours disponible facilement et dans des délais raisonnables. Alors ça, ce sont les signes de spondylite, hein, vous connaissez, donc c'est la colonne de bambou. Les gens... Maintenant, ce sont des images anciennes. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec les traitements dont nous disposons, eh bien, on ne devrait plus rencontrer des patients souffrant comme ça de spondylarthrite avec des colonnes de bambou. Et ces colonnes de bambou, eh bien, cette colonne vertébrale complètement bloquée, figée, elle est due à des ponts qui se font entre chaque vertèbre et qui finalement conduisent à bloquer complètement la vertèbre. Et cette colonne de bambou est souvent associée à une sacroïlite. Alors, c'est quoi les articulations sacroiliaques? Je crois que tout le public qui nous écoute actuellement le sait très très bien, mais ce sont des articulations très importantes parce que c'est au niveau de ces articulations que le haut du corps se fixe sur le bas du corps. Donc, elles sont majeures, je dirais, dans la dynamique et dans la marche humaine puisque nous sommes des bipèdes. Alors, les autres choses, vous voyez ici des arthrites qui sont distales et des doigts en saucisse. Ici, l'index qui a complètement perdu tout relief. Alors, les manifestations extraculaires, eh bien, vous voyez, ce sont les conjonctivites et surtout les uvéites qui représentent 5 à 10% des spondylarthrites. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un présente une uvéite, il faut chercher une spondylarthrite. 24% des uvéites sont associées à une spondylarthrite. Dernière chose, c'est le psoriasis. C'est une maladie cutanée bien connue, qui n'est pas une maladie contagieuse, qui n'est pas une maladie honteuse, qui n'est pas du pus, ce sont des plaques cutanées, mais c'est très disgracieux et certains patients se disent oui, on a l'impression qu'on dégoûte les gens. Et ici, on voit en effet des sacroïlites qu'on voit ici dans la classification de New York. Donc, c'est la première classification. Donc, on voit vraiment, on a l'impression que cette articulation sacroïliaque est rongée par des souris. Et ici, c'est un stade plus avancé. L'articulation sacroïliaque a complètement disparu. C'est ce qu'on appelle un stade 4. Dans ces stades, finalement, les traitements n'ont peut-être plus tellement d'importance. Alors, la sacroïlite, en tout cas inflammatoire, le diagnostic se fait sur base d'une IRM parce qu'on voit très bien à l'IRM l'inflammation de la articulation sacroïliaque qui se manifeste ou par un œdème ou par des érosions comme on voit ici. Alors, lorsque l'on voit les érosions, on appelle ça la classification de New York qui montre des érosions unilatérales ou bilatérales. Et lorsqu'on a des images uniquement en IRM, donc sans images radiographiques, on estime que on dit que ce sont des spondylarthrites non radiographiques. Donc c'est une classification qui existe. Certaines spondylarthrites non radiographiques ne deviendront jamais d'ailleurs des spondylarthrites radiographiques ou des spondylarthrites tout court, ce qui pose bien entendu un problème dans l'interprétation des résultats. Alors, quel est le signe cardinal comment fait-on un diagnostic de spondylarthrite? Alors, il y a deux façons de le faire. En tout cas, pour les gens qui ont une atteinte axiale, il faut une sacroïlite radiographique.
ça c'est évident, ou être HLA-B27. Alors, si on a une sacroïlite radiographique qui est clairement déterminée, il suffit d'avoir un des autres critères. Une rachialgie inflammatoire, une arthrite, une anthésite, le tendon d'Achille, comme on va voir, une uvéite, un doigt en saucisse, du psoriasis, une maladie de Crohn. Alors, il y a d'autres critères qui sont, à mon avis, moins pertinents. C'est la bonne réponse aux anti-inflammatoires. Vous savez, les gens qui ont mal au dos pour d'autres raisons peuvent aussi avoir une bonne réponse aux anti-inflammatoires. Un antécédent familial de spondylarthrite, un typage HLA-B27 ou une CRP élevée. Donc, un de ces critères en présente une sacroïlite. Et si on est B27, eh bien, il faut deux autres critères, autres que le B27, bien entendu. Alors, pour les gens qui ont uniquement des arthrites périphériques, eh bien, il faut des anthésites ou des dactylites plus un critère de SPA dont on vient de parler, uvéite, psoriasique, maladie de Crohn. Ou alors deux critères de SPA si on ne souffre pas d'arthrite ou d'anthésite. Voilà un petit peu sur quelle base le diagnostic se fait. Alors, vous voyez que la sensibilité est de 80% et la spécificité de 80% plus ou moins de ces signes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 20% des gens qu'on va diagnostiquer qui n'ont pas de spondylarthrite et l'inverse, 20% qui en ont vraiment une, qui vont nous échapper. Alors, quels sont les paramètres que nous avons utilisés pour faire le diagnostic? Eh bien, la première chose, c'est la rachialgie inflammatoire, plus l'arthrite, le psoriasis ou l'uvéite. Si on a quelqu'un qui présente ces problèmes, on va faire une radiographie ou une IRM. Si à la radiographie, on a une sacroïlite radiographique, ou si à l'IRM, on a une sacroïlite qui n'est pas radiographique, puisque l'IRM n'est pas une technologie radiographique. C'est une technologie, on appelle ça de médecine nucléaire. Si à la prise de sang, on a des paramètres inflammatoires sous forme d'une évaluation d'ACRP et une bonne réponse aux anti-INS, eh bien, on est certainement en présence d'une spondylarthrite ankylosante. Alors, je dirais que le problème, c'est de faire du dépistage. Alors, le dépistage, ce n'est pas toujours quelque chose de très facile à faire, en tout cas le dépistage de masse, ou parfois c'est très long. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une rachialgie chronique? C'est une rachialgie qui dure depuis 3 mois, donc avoir mal au dos depuis 3 mois. Mais ça, c'est très fréquent chez les gens qui sont bûcherons, chez les gens qui travaillent maintenant dans les centres de tri, chez les gens qui travaillent dans le bâtiment. Il faut que les premiers signes arrivent avant 45 ans. On dit même avant 40 ans. Ce sont des maladies qui sont des maladies très anciennes d'abord, mais qui surviennent dans le très jeune âge. C'est souvent même des gens entre 20 et 30 ans, même avant 20 ans. Alors, les rachialgies inflammatoires, ça veut dire que ce sont des gens qui ont mal au dos pendant la nuit, qui se réveillent pendant la nuit, qui le matin sont tout à fait raides. À l'effort, c'est quelque chose qui va disparaître. Donc, quand on fait faire du vélo, de la course à pied, quand ils font de l'effort, eh bien, les mal au dos disparaissent, ce qui est l'inverse, bien entendu, des rachialgies mécaniques qu'on va trouver chez des gens qui font des métiers pénibles. Alors, évidemment, ces deux critères sont simples à appliquer et ça coûte pas cher. Le seul problème, c'est que, évidemment, c'est très difficile parfois de faire la part des choses entre une rachialgie inflammatoire et quelqu'un qui a mal au dos de façon banale. Bon, bien entendu, il y a l'âge du début, vous allez me dire, mais quand on demande à quelqu'un, est-ce que vous avez mal au dos? Eh bien, docteur, j'ai mal tout le temps. Et dans ce côté-là, on n'est pas très, très avancé. Est-ce que vous êtes bloqué le matin? Oui. Eh bien, c'est pratiquement le cas de tous les gens qui ont une malgie chronique. Néanmoins, si on réfléchit bien, si l'interrogatoire est correctement fait, eh bien, ça coûte pas cher, c'est facile à appliquer et ça peut parfois permettre de faire un dépistage ou en tout cas d'avoir un contact rhumatologique avec le patient. Alors, la deuxième chose, qui est évidemment extrêmement performante, c'est de faire une sacroïlite à l'imagerie médicale. Alors, évidemment, ça marche bien. Si on fait une IRM à tout le monde, eh ben, on va dépister quasiment toutes les spondylarthrites. Le problème, c'est que c'est pas extrêmement disponible, les coûts sont longs et ce n'est pas recommandé pour le dépistage parce que si tous les gens qui ont mal au dos, on leur fait faire une IRM, eh bien entendu, on va surtout trouver beaucoup de lombalgie commune ou banale et très peu de spondylarthrite puisque vous avez vu que la performance, en tout cas l'incidence de la maladie est à peine de 1% de la population. Et la troisième chose, on fait faire à tout le monde un typage HLA-B27. Alors l'avantage, c'est qu'on doit le faire qu'une fois dans la vie, puisque on l'est ou on ne l'est pas. On ne le devient pas et c'est pas quelque chose sur lequel on hérite. Alors en effet, c'est très sensible. Le problème, c'est que un HLA-B27 qu'on va trouver, dans ce cas-là, sur 3,
aura une spondylarthrite, c'est positif. Alors c'est simple, oui, et le coût est relativement modéré. Alors, est-ce qu'à tous les jeunes qui viennent, qui ont mal au dos, il faut faire un B27? Oui, si moi je suis rhumatologue, bien entendu, les gens qu'on me réfère, c'est quelque chose que je vais faire, mais bon, maintenant on peut le faire à toute la population au moment de la naissance aussi, mais on va inquiéter beaucoup de gens pour rien. Alors pourquoi on fait tout ça et qu'est-ce qui conduit finalement au diagnostic de la maladie? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une molécule qu'on appelle l'IL-17 qui est sans doute le moteur de la maladie dans la spondylarthrite, c'est le moteur de l'inflammation. Alors, l'IL-17 est produite par toute une série de cellules qu'on appelle des polynucléaires, donc des neutrophiles, des mastocytes, des macrophages, hein, mais aussi des cellules qui sont le fruit de l'inflammation, comme la lymphocyte très toxique TH17 ou le très toxique lymphocyte CD8, qui vont conduire à la production de cette cytokine qui est l'IL-17. Donc c'est un peu théorique ce que je vous dis là, mais cet IL-17 va stimuler toute une série de cellules qui vont produire, comme vous voyez, des tas d'autres cytokines pro-inflammatoires. Et quand certains d'entre vous ont sans doute des traitements qui sont des anti-TNF, qui sont du Cosentyx, qui sont du Tremfya, qui sont des médicaments qui neutralisent ces cytokines. Mais bon, il semble que cet IL-17 et ce lymphocyte TH17 soient sans doute les moteurs de la maladie. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous dis ça? Bien parce que tout ça va conduire à une inflammation importante, à la destruction du cartilage, à la stimulation des vaisseaux sanguins, à la résorption osseuse et à tous les signes ou en tout cas ou toutes les manifestations de la maladie. Donc on se dit si on peut identifier ces patients, eh bien en traitant cette IL-17, eh bien, on aura sans doute de bons résultats. Alors, au début, vous savez, il y a 20 ans d'ici, on avait des anti-TNF qui donnaient déjà pas mal de résultats. Puis, on a des anti-L6 qui donnaient de très bons résultats. Donc, les anti-TNF, c'était l'Humira, c'était l'Ambrel, c'était le Remicade. Les anti-L6, c'était le Roactemra, qui étaient des médicaments assez performants pour ça. Eh bien, pourquoi dit-on ça? Ben, vous voyez que l'importance de la classification des spondylarthrites en fonction d'avoir une arthrite périphérique, une maladie axiale, comme je vous dis, des anthésites, des doigts saucisses, des dactylites, du psoriasis ou des affections au niveau des ongles, eh bien tout ça va nous conduire à des attitudes thérapeutiques différentes. Et c'est là que se trouve manifestement l'intérêt de diagnostiquer ou de classer ces spondylarthrites, donc en maladie de Becheré, spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique, rhumatisme intestinal, maladie des anthésites, maladie des dactylites, maladie périphérique. Et donc, c'est là que se trouve tout l'intérêt, parce que vous voyez qu'en fonction de la catégorie dans laquelle on va se trouver, on a des traitements de première ligne, on a des traitements de deuxième ligne ou de troisième ligne qui vont différer. Et le rhumatologue, qui connaît ces maladies et qui connaît ses recommandations. Vous savez, on a pour chaque maladie des algorithmes. On dit on commence par un anti-inflammatoire pour donner un deuxième anti-inflammatoire. Si ça ne va pas, on peut donner un anti-TNF-alpha ou maintenant un anti-L6 ou un anti-L17 puisque nous avons tous ces médicaments. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus. Par exemple, si vous prenez les rhumatismes associés à des maladies intestinales, eh bien, un médicament comme l'anti-L17 qui paraissait la panacée universelle, eh bien, ça ne va pas, c'est contre-indiqué. Il faut se dire aussi que pratiquement tous les gens qui ont une spondylarthrite ankylosante ont des manifestations intestinales même cachées, ou en tout cas 30%, ce qui expliquera d'avoir des effets secondaires insupportables de ce type de médicaments. Et alors depuis un certain temps, comme vous savez, sont apparus les inhibiteurs de la JAK kinase. Hein, donc c'est pour ceux qui en ont déjà eu du Xeljanz, c'est du Jyseleca, c'est du Rinvoq, qui sont des médicaments qui donnent des bons résultats parce que ces médicaments ont l'avantage de jouer pratiquement, voilà, on parle ici des inhibiteurs de la JAK kinase, eh ils jouent sur pratiquement toutes les cytokines qui sont impliquées dans les maladies inflammatoires. Leur avantage, c'est qu'ils sont faciles à utiliser, c'est des petits comprimés.
Donc voilà un petit peu l'intérêt pour nous de dire quand on voit une spondylarthrite, ah c'est pas une spondylarthrite, ben voilà, c'est tel type de maladie, c'est plutôt une arthrite indifférenciée, c'est un rhumatisme psoriasique, c'est un rhumatisme intestinal, c'est une maladie associée à une uvéite. Et ceci va nous conduire, je dirais, d'abord à une meilleure connaissance, à savoir qu'il y a des médicaments qui sont conseillés et contre-indiqués, et la troisième chose, à vous permettre d'obtenir le meilleur traitement possible. Voilà pour ce qui est de nos spondylarthrites. Ok, parfait. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ne vous voit pas. Mais oui, j'essaie de mettre la vidéo. Je vais arrêter votre partage d'écran. Ok, l'écran partagé est terminé là où. Mhm. Non, le partage est toujours actif apparemment. Ah voilà, c'est fini. Super. Euh, Voilà. Alors, pour les petits retardataires qui n'auraient pas encore posé leurs questions, n'hésitez pas dans le petit onglet en dessous de votre écran ou dans le live Facebook. Alors, j'aurais quelques questions pour vous, docteur Léon. Oui, Alors, vous avez parlé pendant donc, votre allocution du dos en bambou et que ceci, visiblement, aurait disparu actuellement oui, grâce ça a au disparu. Je traitement. dirais que, attention, donc la colonne de bambou, donc qui est les manifestations originales de la spondylarthrite, a disparu. Oui, ça devrait avoir complètement disparu parce que les traitements que nous avons actuellement sont très performants. Mais je dirais qu'il existe encore des patients, malheureusement, qui en souffrent. Hein, donc ça existe, on en voit encore. C'est ce qu'on appelle des maladies historiques. D'accord. Ce qui ne répondrait pas forcément au traitement actuel, donc. Ou Non, pas non, non, non. forcément. Je dirais que le problème, c'est toujours l'évolution. Vous savez, moi, je suis rhumatologue depuis 1990, et en 1990, on n'avait pas de traitement pour les spondylarthrite. Donc, on les envoyait faire de l'aviron. Mhm. Parce que c'était un sport qui permettait de bouger la colonne et d'empêcher l'ankylose. Donc, dans spondylarthrite ankylosante, il y a ankylose. Ça veut dire que la colonne devenait complètement bloquée et que les jambes ne savaient quasiment plus bouger. D'ailleurs, les cas historiques de spondylarthrite ankylosante, et je dis bien les cas historiques, mouraient d'insuffisance respiratoire parce que la colonne et les côtes étaient tellement bloquées que ces gens, finalement, ne savaient plus respirer. Alors, on n'avait que des anti-inflammatoires, et puis on avait de la cortisone, bien sûr, mais ça ne marche pas très bien sur les spondylarthrites, c'est pas terrible à donner à long terme, parce que ça a beaucoup d'effets secondaires. Et puis, je dirais que c'est en 2000 et en 2002 que sont apparus les premiers anti-TNF qui ont complètement révolutionné, je dirais, euh, le pronostic de ces affections. Et depuis lors, on a des tas d'autres anticytokines. Donc, en spondylarthrite, les progrès les plus importants qui sont apparus, c'est il y a 4-5 ans d'ici, les anti-L17. Et maintenant, on a aussi les anti-L23 qui sont très performants, inhibiteurs de la JAK kinase. Donc, il y a une évolution thérapeutique. Et cette évolution thérapeutique, ben, forcément, elle va dans le bien, pour le bien, en tout cas, des patients et surtout le bien de l'humanité, entre guillemets. Hein. Mhm. D'accord. Euh, Par rapport donc aux classifications, vous avez dit que ça aiderait donc par rapport aux différents traitements, mais aussi à finalement diagnostiquer plus rapidement ces maladies. En moyenne, combien de temps on met pour diagnostiquer Alors, ces ça, c'est maladies un grand aujourd'hui? problème. Donc, je viens de vous expliquer comment Mhm. faire le diagnostic. Donc, je crois que la première chose, c'est que c'est une question d'éducation. Je dirais que les médecins doivent être éduqués à faire le diagnostic. Donc, je vous dis très, très clairement que pour l'instant, c'est pas terrible de ce point de vue-là. On a fait des études. On a fait une étude qui s'appelait l'étude Radar en Belgique où on a appris à des groupes de généralistes. On les a rencontrés hein, et on leur a expliqué quels sont les signes d'appel pour une spondylarthrite. Et dès que, je dirais, ils rencontraient un de ces signes d'appel, par exemple le dépistage de la rachialgie inflammatoire, comme je viens de vous dire, ça c'est quelque chose de facile à faire. Mais le problème, c'est que si vous demandez à quelqu'un qui vient parce qu'il a mal au dos, quand est-ce qu'il a mal au dos, il va vous dire tout le temps.
Et on aura beaucoup de mal parfois à faire un diagnostic entre une rachialgie banale ou une lombalgie banale et une rachialgie inflammatoire. Donc, c'est vrai que la recrudescence nocturne, la raideur matinale, la bonne réponse anti-inflammatoire, la disparition à l'effort, ça, ce sont des signes de rachialgie inflammatoire. Mais soyons, soyons relativement clairs, c'est pas si simple que ça d'avoir des réponses claires. Alors, faire des IRM à tout le monde, ça c'est clairement pas possible. D'abord, c'est impayable. Et la deuxième chose, c'est que on aura 99,5% des IRM qui sont négatives, donc on va bloquer des machines pour ne rien faire. Et la troisième chose, eh bien, en effet, c'est chercher peut-être le gène HLA-B27 et faire une VS, une CRP. Maintenant, quelqu'un qui a HLA-B27 et qui a de l'inflammation dans son sang, ben, ça vaut peut-être la peine d'aller plus loin et en effet de faire les examens nécessaires. Oui. Donc, le dépistage est très important, mais la première chose, c'est d'y être attentif. Alors, ça commence tôt dans la vie. Quand quelqu'un qui a mal relativement tôt dans la vie va voir son médecin généraliste, il va lui dire « Ah, tu as mal au dos, c'est pas grave, tu as fait un effort, tu travailles trop dur, repose-toi 8 jours et reprends le travail. » Et ça va durer comme ça. Donc, je pense que la durée moyenne pour avoir un diagnostic, c'est parfois plusieurs années. Je crois même que c'est 7 à 8 ans, ce qui est bien entendu beaucoup trop. Et ce n'est guère différent dans les polyarthrites. Hein. Donc souvent, il faut attendre assez longtemps pour avoir un diagnostic clair. D'accord. Justine, j'ai une question Oui. dans le public. Donc, une personne qui a une spondylarthrite et qui prend de l'Humira, mais quelquefois elle a mal au dos, elle est fatiguée. Elle se demande si c'est normal. Alors, c'est normal. Moi aussi, parfois, j'ai mal au dos, je suis fatigué. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'Humira? Non, certainement pas, ça n'a pas de rapport avec l'Humira. Alors, vous devez savoir que tous les traitements, donc la personne en question, tous les traitements qui sont des traitements en forme d'injection, que ce soit des intraveineuses ou des sous-cutanés, c'est ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Donc, ce sont des anticorps monoclonaux qui ont diverses origines. Donc, il y a des anticorps complètement humanisés contre l'Humira, il y a des anticorps qui sont moitié humains, moitié animaux, comme le Remicade, on appelle ça des chimères, des anticorps chimériques, et puis il y a des anticorps entre les deux. Alors, dans le nom des médicaments, donc je donne ça, les tout à fait humanisés, on appelle ça des MUMAB. L'Humira, c'est l'adalimumab. Des médicaments, des anticorps partiellement humanisés, c'était Zumab. Donc, on appelle ça le tocilizumab, par exemple, le gros Actemra, hein, donc qui est moyennement humanisé, et les anticorps qui sont des chimères, donc moitié humaine, on appelle ça des XIMAB. Le Remicade, c'est l'infliximab. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des corps étrangers. Et avec le temps, votre système immunitaire va les reconnaître et va donc les neutraliser. Donc, avec le temps, tous ces anticorps monoclonaux vont perdre de leur activité par neutralisation par votre propre système immunitaire. Évidemment, plus on a affaire à un anticorps qui est d'origine mi-animale, mi-humaine, eh bien, plus on va être confronté à ce problème d'immunisation. Mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, le premier anticorps purement humanisé, c'est l'Humira, donc l'adalimumab. Eh bien, il donne autant d'anticorps neutralisants que l'infliximab, le Remicade, qui est complètement animal. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Donc, que la personne ait mal au dos, elle a mal au dos peut-être parce que comme moi, j'ai mal au dos, j'ai trop travaillé dans mon jardin. Hein, dans ce cas-là, ça va être relativement limité dans le temps, mais par contre, elle peut avoir un mal au dos persistant, et là, c'est peut-être dû à une perte d'activité du traitement qu'elle prend. Mais ça, son rhumatologue va s'en rendre compte, puisqu'il va voir dans sa prise de sang l'inflammation augmenter. D'accord, merci. Alors, entre les questions, vous avez droit à des remerciements pour votre exposé très clair et très intéressant. Voilà, c'est toujours bien de les transmettre aussi. Alors, il y a une question sur est-ce qu'il y a un lien entre l'importance des lésions cutanées qu'on peut parfois observer et les problèmes d'anthésite ou d'arthrite? Alors non. Donc, en ce qui concerne le psoriasis, hein, puisqu'on a parlé du psoriasis, Oui. donc il n'y a pas vraiment, il y a des gens, parfois on voit des radios, on dit ça c'est un psoriasis. Et le patient, mais j'ai pas de psoriasis. Donc il faut parfois chercher dans les cheveux, dans le nombril des lésions qui sont presque invisibles avec une arthrite claire. Et parfois on a des gens avec des psoriasis très spectaculaires qui n'ont pas d'arthrite. Donc il n'y a pas de relation nette. Et je vais vous même dire peu que ça, si vous regardez les critères de Leuller, quand on parle d'arthrite psoriasique, ils disent qu'on peut avoir le psoriasis ou qu'il y en a dans la famille proche.
Bon, moi personnellement, c'est un critère que que je n'aime pas retenir parce que je dis, tiens, bon, vous connaissez quelqu'un qui a du psoriasis? Ah oui, mon parrain a un psoriasis, mais son parrain, il n'a quasiment aucune relation familiale avec lui, Oui, ou mon grand-père en avait. Ça, c'est très difficile. Je crois que pour avoir une arthrite psoriasique, il faut avoir du psoriasis. Ça, c'est la première chose. Mais je dirais que les critères disent, ah oui, mais même si on a de la famille, ça compte comme du psoriasis. Ça me semble un peu exagéré. Ça veut dire que ces gens ont une arthrite sans psoriasis, en résumé. Et ça démontre qu'il n'y a clairement aucune relation entre l'importance des lésions cutanées et, je dirais, la présence d'arthrite. Par contre, les arthrites psoriasiques répondent très bien au traitement de base, qui est le lédotrexate, hein, que tous les gens ont reçu. Et les spondylarthrites répondent très mal au lédotrexate. mhm, d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demande si, quand on a ce fameux gène-là ou une spondylarthrite, on peut faire d'autres types de sacroïlite. Apparemment, c'est une personne qui a eu une sacroïlite bactérienne. Est-ce que Ah ça oui, oui. prédispose Alors, ou... oui, oui. Alors, ça ne prédispose pas. Hein, donc, je dirais dans les maladies dans lesquelles il y a de l'inflammation dans le sang, hein, donc il y a des maladies inflammatoires qui sont des maladies inflammatoires de novo, comme les spondylarthrites, comme les polyarthrites. Et ce sont des inflammations qui ne sont pas des inflammations bactériennes. Quand on a une inflammation bactérienne, parce qu'un microbe, je dirais, va coloniser une grosse articulation, une articulation, d'abord, ce sont des maladies infectieuses, ce ne sont plus des maladies inflammatoires, hein, donc ce n'est pas du tout la même chose. Et la troisième chose, ces maladies infectieuses sont associées à de la fièvre et des symptômes généraux très importants. Hein, vous savez, quand vous avez une arthrite d'une grosse articulation comme le genou, la sacro-iliaque, on n'est pas bien du tout. Donc, ce sont les maladies infectieuses sont des maladies extrêmement destructrices pour les articulations et très rapidement. Bon, maintenant, faire une sacroïlite infectieuse, j'ai déjà vu ça suite à des injections intramusculaires un peu ratées ou faites de façon un peu où on n'a pas respecté complètement la règle d'asexie, ou parfois après des infections de l'arbre urinaire chez les femmes surtout. D'accord. Alors, encore une autre question. Donc, c'est une personne qui a vu le tableau avec les traitements. Et je pense qu'elle a vu que quand on avait du psoriasis aux ongles, on pouvait déjà tout de suite faire des anti-TNF. Absolument, oui, oui. Oui. Et donc, Alors, attention. Donc, oui, ça, ce sont les recommandations internationales de l'EULAR ou les recommandations qu'on dit. Mais il y a recommandation et il y a remboursement. Ce sont des choses très différentes. d'accord. Donc, il y a des choses qui sont recommandées et qui ne sont pas remboursées directement. C'est-à-dire qu'en Belgique, donc, le psoriasis des ongles isolé n'est pas une indication d'anti-TNF. Alors, l'arthrite psoriasique, souvent, quand il y a du psoriasis sur les ongles, il y a une arthrite psoriasique en dessous, peut être une indication d'anti-TNF après le passage par toute une série de traitements anti-inflammatoires ou de traitements locaux. Donc, c'est vrai que quand on voit les recommandations, on dit oui, il faudrait donner ça tout de suite parce que ça marche très bien et très rapidement. Peut-être qu'il ne faut donner que pendant un temps limité. Finalement, ça marche mieux et ça permet aux patients de revenir plus vite. Mais ce n'est pas forcément les recommandations qui sont le reflet exact des critères de remboursement dans un pays ou un autre. D'accord. OK. Alors, encore une autre question, mais qui est peut-être un peu plus générale, celle-là, c'est est-ce que les médicaments qu'on appelle biosimilaires sont aussi efficaces que les originaux? Alors, la réponse est oui. Donc, la biosimilarité, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut bien vous rendre compte que dans les médicaments, il y a des médicaments chimiques. Hein, une aspirine, par exemple, du Seljan, du GLK, sont des médicaments chimiques, hein, du lédotrexate, qui sont des médicaments qui sont synthétisés dans des usines où on fait finalement de la chimie. Donc, c'est la même chose que dans une usine où on ferait du soufre ou de l'acide sulfurique ou de l'eau de Javel. Mais ce sont des molécules chimiques qui sont synthétisées par des règles chimiques. Donc, ça, ce sont des médicaments qui ont une stabilité parfaite. Et quand on a un médicament chimique, c'est toujours la même molécule. La seule chose qui change, c'est son emballage, qu'on appelle dans nos termes la galénique. Par contre, les médicaments biologiques, comme l'Humira, comme le Remicade, comme l'Ambrel, comme le Roactemra, eh bien, ce sont des médicaments qui sont fabriqués dans des réacteurs biologiques par des bactéries qu'on a dressées, si vous voulez, à qui on a injecté les gènes nécessaires pour produire ce type de médicaments, comme l'insuline, par exemple. Hein. C'est la même chose, ce sont des bactéries qui fabriquent l'insuline. Eh bien,
chaque fois qu'on fait une réaction biologique, eh bien, ces bactéries vont produire un médicament qui ne sera pas toujours le même parce qu'elles ne sont pas produites par un système chimique. C'est un système vivant qui le produit. Donc, il y aura à chaque réaction, à chaque mise en place de réacteur, une petite modification. À tel point que, par exemple, si vous prenez l'Humira, donc qui était le médicament le plus prescrit jusqu'à peu dans toutes les maladies inflammatoires, eh bien, depuis sa mise sur le marché, il y a eu au moins 45 ou 50 modifications, dont une vingtaine de majeures dans sa structure. Donc l'Humira bio-original, produit par Abbott. Pourquoi? Parce que à chaque cycle de fabrication, on a des petites modifications puisqu'on ne sait pas contrôler la fabrication d'un médicament par la voie biologique. Alors, le biosimilaire, c'est un médicament qui est produit par la même voie biologique, mais qui ne sera jamais que similaire puisqu'il ne peut jamais être identique. Ça, c'est la première chose puisque c'est la méthode de fonctionnement. Alors, c'est quoi un médicament biosimilaire? C'est un médicament dont l'activité est mesurée entre 80 et 120% de l'activité de la molécule originale. Et c'est ça le biosimilaire. Et c'est-à-dire que finalement, si vous réfléchissez, l'Humira que vous achetez maintenant est un biosimilaire de l'Humira que vous aviez en 2016. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments dont la fabrication ne peut pas garantir une stabilité parfaite de la formule chimique. Mais on ne garantit donc que l'activité. Et donc le biosimilaire a une activité semblable au médicament original. Ça, c'est clair. Et c'est la seule réglementation. Merci beaucoup. Alors, encore une question sur la disparition. Je vous lis la question parce qu'elle est assez longue. Donc, votre remarque sur la disparition des patients colonne de bambou m'interpelle. Dans mon cas, j'ai développé des symptômes de spondylarthrite fin 2006. Je prends de l'Humira, puis de l'Enbrel depuis début 2009. Et à ce moment, j'étais en stade 1. Maintenant, malgré le traitement, on me dit que je suis au stade 4 au niveau sacro-iliaque et je m'inquiète donc pour l'évolution de la maladie sur ma colonne. Les médicaments peuvent-ils stopper l'évolution sur la colonne et pas sur les sacro-iliaques? Alors oui, donc la réponse est que donc c'est un grand problème. En tout cas dans les spondylarthrites. Dans les polyarthrites, c'est plus simple. On dit que quelqu'un qui souffre d'une polyarthrite doit être le traitement doit conduire à une rémission qui est radiographique, biologique et clinique. Alors pour une spondylarthrite, on va mesurer surtout l'évolution clinique et l'évolution biologique. Donc, il n'y a pas beaucoup de traitements, ou quasiment aucun traitement d'ailleurs, qui a prouvé une grande efficacité sur l'évolution radiographique, en tout cas au niveau des sacro-iliaques, puisque c'est ça qu'on mesure. Donc, on a l'impression que les maladies, quand un monsieur a le monsieur ou la dame qui parle de ça, une sacroïlite au stade 4, ça veut dire que les sacro-iliaques sont fusionnés. Il n'y a plus de sacro-iliaques radiographiques. Donc, le sacrum et le bassin sont fusionnés, l'articulation a disparu. Ça veut dire en résumé que la maladie n'évoluera plus à ce niveau-là, c'est plus possible puisqu'il n'y en a plus de sacro-iliaque. Donc, par contre, au niveau de la radiographie, si on contrôle l'évolution, donc on contrôle les anthésites, donc les ponts qui se font entre les vertèbres, finalement, ce sont des anthésites. Ce sont des anthésites qui vont, ces réactions inflammatoires entre chaque vertèbre, eh bien, vont se calcifier et finalement former des ponts. Et donc, si on contrôle l'inflammation et les anthésites, il y a beaucoup de chances que ce monsieur n'évolue pas vers la colonne de bambou. Maintenant, il a reçu 2 anti-TNF, l'Humira et l'Enbrel. S'il a l'impression que c'est insuffisant, je crois qu'il faut changer de mode d'action. Mais ça, je pense que maintenant, les rhumatologues, lorsqu'on a un échec d'un type de traitement, puisqu'il y a plusieurs catégories de traitement, des anti-TNF, des anti-L6, des anti-L17, des anti-L23, maintenant éditeur de la JAK kinase, quand on a un patient qui est en échec d'une catégorie, on n'a pas tendance à donner un deuxième médicament d'une même catégorie. On va peut-être changer de mode d'action de catégorie. D'accord, merci beaucoup. Je pense que Justine a encore des questions. Oui, je profite pour sauter par rapport au traitement. Justement, les personnes qui seraient moins sensibles aux interleukines 17 ou aux anti-TNF, les anti-JAK sont vraiment le traitement du futur, si je puis dire ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde, bon, les anti-JAK, donc il y en a actuellement 2 qui ont la reconnaissance, donc qui ont la recommandation et le remboursement en Belgique, parce que c'est ça qui est important, parce que à moins d'être très riche, c'est très cher de se payer alors. Donc les anti-JAK, donc il y en a 2, il y a le Xeljanz et le Rinvoq qui ont l'indication spondylarthrite ankylosante.
Et actuellement, le GIS et l'ECA, ils sont en train de faire des études sur le TED. Mais enfin, ils n'ont pas la recommandation, ils n'ont pas. Alors, donc, en fait, les anti-JAK, c'est un autre mode d'action. Donc, la première chose, ce ne sont pas des traitements biologiques. On les considère comme des biotraitements, mais pas du tout. Ce sont des molécules chimiques. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas fabriquées dans des réacteurs biologiques, ce sont des médicaments qui sont des fruits de synthèse chimique. Donc, ils ont une grande stabilité, c'est la première chose. Leur avantage, c'est qu'évidemment, ils sont faciles à transporter, il ne faut pas les mettre au frigo, on peut aller en vacances, on le met dans le fond de sa valise. Alors, c'est vrai que quand on prend les nouveaux patients, eh bien, on a tendance à privilégier, en tout cas, moi, j'ai tendance à privilégier cette catégorie, puisque c'est facile à donner. La plupart des patients préfèrent aussi avoir un médicament à prendre par la bouche qu'une injection tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les mois même. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est sans doute la voie d'avenir et je dirais c'est ce qu'on appelle les petites molécules. Il n'y a pas d'immunisation, bien entendu. Alors, quand on regarde les études, en tout cas, en polyarthrite, ils sont tous supérieurs au traitement biologique classique. Ce n'est pas le cas en spondylarthrite. Hein, il y en a qui font juste jeu égal avec les biothérapies classiques. Donc, pour l'instant, mais les plus performants, les plus récents, sont toujours dans le cadre d'études dans ce cas-là. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. J'avais aussi une petite question par rapport au terme. On entend de plus en plus le mot spondyloarthrite. Alors, est-ce que ce terme C'est la même reprend... chose. Voilà, est-ce que justement Oui, ça oui, c'est reprend bien, toutes les oui, c'est classifications une ou évolution, c'est oui. exactement la même chose? Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, on parle de la même chose, évidemment. Voilà. Non, dans spondyloarthrite, bon, spondyloarthrite, dans spondylo, on montre bien l'atteinte axiale, donc c'est peut-être, ça fera plus l'imagination, mais c'est la même chose. Donc, c'est vrai que les atteintes périphériques, comme j'ai parlé au début, il y a les arthrites périphériques indifférenciées, récidivantes, qui font partie de la famille des spondylarthrites, mais elles ne sont peut-être pas des spondyloarthrites, mais en gros, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas trop se fatiguer. Hein. D'accord. Ne nous arrêtons pas alors sur les termes. Alors j'ai une dernière petite question pour moi. C'est une personne qui aurait donc une spondylarthrite. Est-ce que les vitamines peuvent aider pour la fatigue ou voilà un mode de Alors, vie c'est une excellente question. Hein. normal? C'est une excellente question. Alors, pourquoi? Parce que quand on prend tous les gens qui souffrent de rhumatisme inflammatoire, pas seulement la spondylarthrite, la fatigue est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qui est bien entendu un symptôme ou une émotion ou un signe qui est décrit par le malade de façon quasiment systématique et que le médecin ne peut pas mesurer. Et vous voyez que tous les questionnaires que vous remplissez, BASDAI, BASFI, PSARC, NRA, tous ces questionnaires qui ont pour rôle d'évaluer l'évolution de la maladie, le DAS dans le cadre des polyarthrites, eh bien, dans ces questionnaires, on n'évalue pas la fatigue. Et la fatigue, c'est vraiment une plainte qui est propre aux patients. Il n'y a pas de test biologique pour mesurer la fatigue. Mais la plupart des patients se plaignent de fatigue. Et c'est quelque chose qui nous embête beaucoup. Donc, d'où vient cette fatigue? Comment faut-il la traiter? Est-ce que c'est leur activité? Est-ce que c'est un syndrome prédépressif? C'est très difficile. Et c'est vrai que cette fatigue qui est présente dans les maladies inflammatoires, si vous êtes grippé, vous êtes fatigué, vous avez une grosse inflammation, mais on sait que c'est très momentané. Maintenant, quand ça dure très longtemps, pendant des années, je comprends parfaitement. Et je dirais, on a essayé, vous savez, dans mon service, on a essayé de faire de l'hypnose, on a essayé de faire certaines choses pour combattre ça, mais c'est pas simple. Et c'est vrai que c'est une plainte première des patients. Et bon, et le rhumatologue va dire, mais écoutez, tout va bien, votre DAS est bon, votre BASDAI est bon, votre BASFI est bon. Et le patient dit, oui, mais docteur, je suis fatigué. Et je vais pas dire que c'est une manifestation de non-recevoir de notre part, mais c'est quelque chose dont on est conscient, mais sur lequel on n'a malheureusement pas de grande emprise. Donc c'est vrai que c'est un problème qui reste certainement à régler, et les mécanismes qui conduisent à cette fatigue ne sont pas clairs, même chez des gens qui sont en dehors de toute inflammation. Donc des gens qu'on considère comme en rémission, hein, ou en tout cas en maladie de faible activité, nous disent « je suis très fatigué ». Eh ben, je le comprends et je suis plein, je dirais,
d'empathie pour eux, mais très honnêtement, je n'ai pas de solution à apporter et je crois que c'est une question qui est remise à l'ordre du jour et posée dans tous les congrès scientifiques qui parlent de ce type de maladie. D'accord. Alors, encore une question un peu plus pointue. Que pensez-vous de l'étude qui montre une augmentation des cancers et maladies cardiovasculaires avec le Xeliance, j'espère que je prononce bien, en Oui, comparaison, oui. en comparaison avec les anti-TNF? Et alors, une autre, enfin, c'est une question subsidiaire, je suppose, et pourquoi l'action de l'anti-JAK peut diminuer si elle était très efficace au début? Oui, alors ça, ce sont deux très bonnes questions. Donc, cet effet, dont le Xeljanz, donc c'est le tofacitinib. Donc, c'est le premier anti-JAK kinase, qui est une molécule qui appartient à Pfizer, qui est une molécule qui est sur le marché international depuis une dizaine d'années maintenant. Je crois que on le connaît depuis 2010-2012. Il a été mis, si je me souviens bien, sur le marché américain en 2014 et en Suisse aussi. Et ici, en Europe, c'est depuis 2019. Enfin, en Europe des 27, en Europe de l'Ouest, on n'a que de ce moment-là. Alors, c'est vrai que le Xeljanz a, dans sa notice, averti que certains types de tumeurs et d'accidents cardiovasculaires étaient plus fréquents que dans les groupes de témoins patients ou traités pas par placebo, mais traités par d'autres traitements. Et donc, ça fait partie de leur notice. Alors, pourquoi? Eh bien, je veux vous dire que quand on prend les Janus kinases, donc les Janus kinases, Janus c'était le dieu romain qui avait deux têtes, qui était, c'est-à-dire via le mois de janvier, hein, donc il regardait vers l'avant, il regardait vers l'arrière. Donc c'est des molécules qui transforment le signal extracellulaire en signal intracellulaire. Donc il a, si vous voulez, une tête extracellulaire et une tête intracellulaire et il agit sur tous les mécanismes de fonctionnement intracellulaire. Alors, il y a 4 Janus kinases qu'on appelle JAK1, JAK2, JAK3. Ça, c'est facile. Et la quatrième, on aurait pu l'appeler JAK4, mais on l'appelle TIC. Allez comprendre pourquoi. TYK, c'est comme ça. Et alors, dans la cellule, ils agissent sur des systèmes de transmission du message qu'on appelle STAT. Et il y a 7 STAT. Alors, si vous dites, ça fait combien de combinaisons possibles? Eh bien, ça fait quasiment 1 million de combinaisons possibles. Donc, on essaye d'avoir maintenant des inhibiteurs de la Janus kinase qui sont spécifiques d'une seule JAK pour éviter les effets secondaires, parce qu'il y a des JAK qui sont indispensables, par exemple, à la fabrication du sang. Il y a des JAK qui sont indispensables à la réglementation de la tension artérielle. Et il y a des JAK qui sont indispensables à certaines molécules neurologiques comme l'interféron, qui sont des molécules de défense contre les virus. Alors, on essaie de trouver des médicaments qui vont inhiber les JAK qui sont le plus impliqués dans la réaction inflammatoire, c'est surtout la JAK1 et dans une certaine mesure la JAK3, en évitant de toucher aux autres. Mais il n'y a pas une molécule pure qui sera purement JAK1, sans être un petit peu de JAK2, de JAK3 ou TIC. Donc ça n'existe pas. Et ces effets secondaires proviennent d'une inhibition, je dirais, de JAK indispensable. Alors il faut savoir que le tofacitinib, donc le premier anti-JAK, qui donne des bons résultats dans l'arthrite rhumatoïde, etc. Il ne faut pas négriger cette molécule, mais est la moins spécifique. Donc, elle n'agit pas seulement sur la 1, mais elle agit un peu sur la 2, un peu sur la 3, un peu sur la 4. Et ces effets secondaires qu'on a rencontrés, eh bien, après plusieurs années d'observation, parce que je rappelle qu'il a plus de 10 ans d'ancienneté, ce qui est loin d'être du cas des autres, eh bien, surviennent avec le temps, sans doute par un manque de spécificité. Voilà. Alors, on aurait une question plus pratico-pratique. Y a-t-il des différences de prix entre les anciens traitements et les plus récents, ceux dans les Oui, articles alors il y a en effet une sont différence de prix très importante. Je me parlais tantôt à mon assistante à l'hôpital, on voyait des gens, il y a encore des gens, vous savez, on a des gens qui prennent du Rémicade, donc de l'infleximab. Ce n'est plus le Rémicade depuis quasiment 20 ans, puisqu'il est sorti en 2000. Donc, et qui continuent à le prendre parce qu'ils sont satisfaits, donc ça nous satisfait très bien. Eh bien, en 2000, une ampoule de Rémicade, il en faut 4 à 5 par traitement de patient, ça coûtait 363 €. Et maintenant, l'ampoule de Rémicade que nous avons
à l'hôpital Ambroise Paré, mais dans tous les hôpitaux de l'ACA, donc c'est un groupement d'hôpitaux qui achètent des médicaments ensemble, coûte 49 euros. C'est-à-dire que quand le temps passe, eh bien, le prix diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a des biosimilaires qui arrivent, parce qu'avec le temps, il y a des réglementations qui imposent aux pharmaceutiques de diminuer leur prix. Je prends le cas de Lumira, eh bien, son prix a diminué de 60%, donc l'adalimumab. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a actuellement 10 biosimilaires de l'adalimumab sur le marché. Alors, le prix a peut-être diminué grâce aux biosimilaires et la société Abbott qui possède Lumira, qui est le médicament qui est le plus rapporté dans toute l'histoire des médicaments d'une société pharmaceutique. Eh bien, le prix a beaucoup diminué. Maintenant, je dirais qu'Abbott a un anti-Jack et ne fait pratiquement plus de publicité pour Lumira. Donc, en clair, les anciens médicaments, leur prix diminue parce que c'est la loi. Il diminue aussi parce qu'il y a des biosimilaires ou des génériques qui sont des concurrents et qui conduisent les prix à diminuer. Donc, les nouveaux traitements, comme l'utilisation de la JAK kinase, ou les médicaments qui n'ont pas encore de générique ou de biosimilaire, eh bien, sont plus chers que les autres. Oui, et c'est quelque chose auquel nous devons être attentifs. Et dans la mesure du possible, compte tenu de l'état des finances publiques et du prix croissant des soins de santé, on doit essayer, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible, de privilégier la voie la meilleure marché pour le patient, à efficacité équivalente, bien entendu. Hein. Il ne faut pas sacrifier à l'argent. Alors, encore une petite dernière question, si vous avez encore le Oui, temps. il n'y a pas de problème, j'ai consacré. Donc là, nous avons un auditeur qui aimerait savoir si le curcuma est vraiment bon contre les inflammations. Alors, donc, alors c'est très très bien. Donc, dans les restaurants indiens, il y a beaucoup de cuisines qui sont faites à base de curcuma. Donc, est-ce que la cuisine indienne est bonne contre les inflammations? Je ne pense pas. Donc, il y a des études. Enfin, d'abord, ce n'est pas un médicament, c'est un supplément alimentaire. Hein, donc, c'est quelque chose qui n'a pas de propriété pharmaceutique reconnue et qui n'est pas mis en vente en tant que médicament. C'est-à-dire que vous achetez ça comme supplément alimentaire, on pourrait l'acheter chez Deleuze ou au Colruyt. Hein, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a certains travaux, certaines méta-analyses qui disent que les gens qui prennent ça se sentent mieux. Mais s'ils se sentent mieux, tant mieux pour eux. Mais donc, je suis très heureux. Mais par contre, je ne peux pas recommander le curcuma comme traitement d'une spondylarthrite ou d'une polyarthrite. Ou alors, je vais avoir de gros problèmes avec l'ordre des médecins, hein, peut-être avec l'hôpital qui m'emploie ou l'université qui m'emploie, ça va être très difficile. Voilà. Oui, mais est-ce que Tillement, là, c'est Oui, une oui, pharmacie, il commercialise quand même de oui, la bien entendu, il curcuma? commercialise, mais il est Oui, commercialisé en tant que supplément alimentaire. ah Vous oui, n'avez pas d'accord, ok, besoin ok, ok. de prescription, il n'y a pas de recommandation. Ils disent oui, il faut en prendre 4 comprimés le premier jour, 3 le deuxième et ainsi de suite. Mhm. Mais en soi, D'accord, mais c'est vrai que on peut comprendre qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens à partir du moment où on a ces compléments alimentaires qui sont vendus en pharmacie. ah C'est oui, vrai que mais c'est pas facile en de fait, s'y vous allez en retrouver. France, moi je suis frontalier, j'habite ici à Mons, vous allez dans les grandes surfaces françaises, il y a ce qu'ils appellent des espaces bien-être, des espaces santé, où vous allez trouver ce genre de substances qui sont en vente libre. Mhm. D'accord. Alors, encore une toute dernière question. Donc ça, c'est un peu plus éloigné de la médecine, je dirais que c'est presque plus de la politique. On nous demande quid de la reconnaissance à la Direction générale des personnes handicapées pour les patients qui ont une spondylarthrite. Oui, alors, Donc c'est ça ce que dépend les de gens beaucoup de appelaient la choses. Vierge Noire, hein, pour les personnes. Mais en tout cas, je dirais que le handicap n'est pas reconnu en fonction de la maladie. Le handicap est reconnu, je vais répondre clairement, en effet, ce n'est pas vraiment dans le sujet que vous m'avez demandé aujourd'hui, mais le handicap est reconnu sur 6 critères. Les 6 critères sont la capacité de se déplacer, la capacité de se laver, de s'habiller, la capacité de préparer sa nourriture et de se nourrir, la capacité d'entretenir son habitation, la capacité de parler, de comprendre et la capacité de vivre sans surveillance. Alors, pour chaque catégorie, vous marquez entre 0 point, tout à fait normal, 1 point, légère réduction, 2 points, importante réduction et 3 points, réduction impossible à faire. Et donc, pour chaque catégorie, les 6 catégories, on va entre 0 et 3 points. Et ceci est indépendant de la maladie. Donc, il y a des gens qui ont une spondylarthrite qui peuvent parler, comprendre, vivre sans surveillance, qui peuvent se déplacer sans problème. Ils ont peut-être des problèmes pour entretenir leur maison, mais ils savent se nourrir et ils savent s'habiller et se laver. Donc, ces gens n'ont pas de handicap en résumé. Mhm.
Hein. Alors, Qu'est-ce que maintenant, vous si vous pensez? prenez quelqu'un qui n'a pas une maladie inflammatoire comme une maladie d'Alzheimer, hein, donc, bon, bien entendu, ce que je raconte est un peu caricatural, vous voyez, il va prendre des points dans toutes les catégories et va se retrouver handicapé. Donc, malheureusement, hein, je dirais chaque maladie, mais je dirais, il y a des maladies qui sont très invalidantes et un aveugle, par exemple, qui intellectuellement est tout à fait satisfaisant, qui peut faire des tas de choses, ben, il va prendre 3 points quasiment dans toutes les catégories. Mhm. Donc, il faut comprendre que le handicap, c'est une capacité de faire les choses et de s'adapter dans la vie de tous les jours. C'est pas le reflet d'une maladie. Un cancéreux n'est pas forcément handicapé, loin de là. Or, c'est une maladie très grave. Oui, c'est très clair. Parce que je pense que là, pour la plupart des gens, c'est la maladie est liée à... C'est pas la maladie qui conduit au handicap, Ouais, c'est la réduction de la capacité d'adaptation dans la d'accord, société. d'accord. Eh ben, voilà. Moi, Justine, je ne sais pas si tu as encore d'autres questions. Non. Moi, je Euh, n'en ai plus. non, c'est pareil pour moi. Je pense qu'on va pouvoir Voilà, désolé pour voir. la caméra, je vais essayer de régler le problème pour la fois prochaine. En tout cas, c'était bien agréable, hein, et merci pour l'audience, tous les gens qui ont Ben, écouté, c'était très agréable et à c'est bientôt, nous j'espère, en tout cas au c'est nous qui prochain vous congrès. Hein. remercions. Je vous Franchement, remercie pour votre temps. c'était très intéressant, je pense. Et d'ailleurs, voilà, nos auditeurs ne vous ont pas lâché facilement. Voilà. Bonne Eh bien, soirée à tous. un tout grand merci et bonne soirée à vous aussi. Je vous remercie. Au revoir. Au Et revoir. au revoir. Et donc, Justine, nous, on donne rendez-vous éventuellement aux personnes qui ont envie de continuer à avoir notamment des informations sur les Jacquinases. Ben, vous pouvez nous retrouver d'ici environ 3/4 d'heure parce que nous aurons donc le plaisir d'accueillir le docteur Clio Ribens qui va, elle, plus axer donc son exposé sur la polyarthrite rhumatoïde et particulièrement sur les anti-Jacquinases.